Okay, I think we'll make a start. Bonjour, salut, good morning, kia ora. Welcome to this session. And it's a very exciting session about a book that I'm sure will become seminal and very well thumbed and on everybody's bookshelves. That if you have an interest in trade unions and their revitalization, continuation, and strengthening. I'm delighted to be here today to chair this session. My name is Jane Parker. I'm a researcher at the European Trade Union Institute, the ETUI, and also a professor at Massey University in New Zealand, Aotearoa. We have a really fantastic lineup of people here today. It's a session called Authors Versus, maybe, or Authors and Critics. So we will see where that leads us. And we have two commentators who will speak after the editors of the book. And of course, the editors are Gregor Murray, who is on my right there, and also Melanie Laroche, who's in the crowd with you. And once Melanie and Gregor have spoken about the book and given you a sense of its scope and direction and coverage, we'll turn to our two commentators from the research area, if you like, Bart van Herke, who is the ETUI Director of Research, and then Philippe Pochet, who is the ex-ETUI Director General and also a co-editor-in-chief of Transfer, which is the ETUI's house journal. We'll then come to our latter two commentators who are from the trade union environment, and I'll introduce you to them subsequently because I don't want to bombard you with too many names at this point. But suffice to say, let's turn over now to Gregor and see what he has to say about the book. And while he's moving up to the middle, I'd just like to thank the CSN for their sponsorship of this event. Without this kind of input and support, of course, these sort of things wouldn't be possible. So over to you, please, Gregor. Thank you very much, Jane, and thank you, first of all, to the ETUI for publishing this book and supporting it through the process. It's very important to us that it comes through a conduit like the ETUI because their books are freely available online, and we're able to ensure that each chapter could be downloaded as a case study because we want the book to be useful to trade unions, trade union partners, and that's the kind of accessibility. Whereas if you have the Aligar handbook of whatever, that will cost $250 and is not really meant, well, I'm not sure who it's meant, if it's meant for anybody. But anyway, there we are. I mean, that's the reality of academic publishing, and the ETUI has enabled us in this way to find a way to make it available. The other thing that we tried to do is to, we terrorized, right, Melanie, the authors into leaving their Habermas at home, writing to a format, and summarily rejecting therefore whatever they were producing if it didn't correspond to the format, so that it could be accessible and people could move from one chapter into another. And we'll show that in just a moment. Could I simply ask, who is an author here? Please raise your hand clearly in the book so people can see. So you see the room has been, what did they say? Packed. Yeah. So there's no one to oppose the leader of the CSN at any microphone, even at the against microphones. So discount what they say, but listen nonetheless. So thank you very much. Now, so that's the book. There used to be some copies there. It's a bit like being with scavengers. Do you really want to put that in the suitcase when we're going to send it to you anyway? That's the question. Okay, so that's the book. Why this book and what is union experimentation? Well, we ran through this and it's Jelle Visser talking with people at ACTRAV in our session yesterday, 3.10 on the ETUI and ACTRAV research agendas. They set out a number of scenarios for the future of unions, and one is marginalization, another is dualization, another is replacement by
some hybrid sets of organizations. And a fourth is renewal through innovation and experimentation. And that's kind of what we already had in mind in the CRIMP Partnership Project. We'd started out around thinking through experimentation and how experimentation is important, and we need to understand it. And we've been developing a template for studying experimentation. So we said, hey, let's do this on a specific theme related to trade unions and all the fantastic work that was being done by CRIMP Partnership researchers who are featured in this volume. So what we did is use this lens of experimentation, how the CRIMP Partnership for Better Work brings together partner centers and researchers to cross-interrogate cases of experimentation. And these case studies document how trade unions deal with uncertainty, anticipate change, explore new strategies, enable transformative action, and draw lessons drawn from these experiments. We could really, literally be repeating the session we had yesterday in 3.10. Now, experimentation here, we're talking about the disruption of existing processes dealing with uncertainty, navigating and shaping change, experimenting with and learning from innovation practices, identifying implications for scaling up and out. And I'll save you some of the different justifications, but the argument is that experimentalism comes in a time of disruption where you're uncertain about what should be done, but your past repertoires don't necessarily work. So then you're beginning to look and discover new things that you could be doing. And often it doesn't come from a strategic plan. I like Mintzberg's The Rise and Fall of Strategic Planning, but rather is an emergent strategy from just muddling through. And then the key question is, can you scale up? Can you do other things? What are the limits? What's the potential? So we have something here which is drawn from work that was done with Nicolas Roby, Glenn Morgan, Christian Levesque, and myself, and published in Transfer. So the kind of cycle you're looking at is the disruption challenges existing modes of regulation and union strategic repertoires. Unions search for new strategies and regulatory options, sometimes experimenting with a recombination of old and new. Unions then search for organizational and institutional resources and allies in this process. They then engage in experimentation, sometimes deliberately, sometimes emergently, and that then leads on to monitoring, assessing, reflecting on, learning from, and modifying strategies in the light of their experimentation. Now, that all sounds very good, and you know it's much messier than that. But we have some interesting cases. And I'll just finish with this before passing over to Melanie, and that is that we gave a template for all these cases, and we have lots of authors so they can tell how terrible this template was. But giving a case overview, identifying the union and other actors involved, identifying the types of disruption and resulting uncertainty they're dealing with, then talking about the type of experimentation, its origins, how it breaks with previous strategies, talk about the process of experimentation, were there phases, was it deliberate or emergent, talk about the effects on the union, on the regulation of work, whether it made work better or worse, and what were the main takeaways and implications for union renewal. And each chapter does that. And I think that that's where we are. Mélanie, qu'est-ce que nous avons appris de ces? Donc, pourquoi on a fait ce livre-là? Bien, premièrement, Grégoire l'a dit, c'était pour montrer dans tout l'univers du renouveau syndical une approche différente, puis une approche qui était axée sur les actions syndicales. Donc, les syndicats essaient des choses, les syndicats mettent en pratique certaines choses qu'on voulait mettre en valeur et montrer que parfois, bien, il faut essayer. Hein, il faut expérimenter. Puis ces expérimentations ont un ripple effect qu'on appelle, donc un effet d'entraînement qui vont amener des innovations. Donc, c'était ça qu'on voulait faire ressortir avec ce livre-là. On a tiré 12 leçons des différents cas des auteurs. Les 4 premières leçons sont vraiment reliées au déploiement des capacités stratégiques des organisations syndicales.
Les leçons 5 à 9, c'est vraiment plus en lien avec l'élargissement des répertoires d'actions syndicaux, donc comment ils ont réussi à modifier leur répertoire et parfois partir des répertoires anciens pour trouver des nouvelles façons de faire. Et les 2 dernières leçons, c'est vraiment relié à des conditions de succès de l'expérimentation. Donc, je vais passer très rapidement parce que je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Première leçon, les expérimentations, il n'y a pas de recette magique, il faut les replacer dans leur contexte. Puis c'est comme ça que vous devez lire le livre. Hein. On a des cas internationaux, on a des cas en Chine, on a des cas en Afrique, on a des cas en Amérique du Nord. Donc, il faut vraiment lire ce livre-là en ayant à l'esprit ces contextes institutionnels et nationaux différenciés. Donc, il faut vraiment replacer les cas dans leur contexte. Et donc, vous allez avoir des cas qui vont toucher les travailleurs du vêtement, qui vont œuvrer à sécuriser et assurer les droits d'association. Vous allez avoir des cas aussi en Chine, par exemple, avec Bao, qui sont là pour montrer tout l'effet d'entraînement des programmes de formation en milieu de travail pour les représentants syndicaux chinois. Donc, c'est des cas où il y a eu des innovations. Et un cas nord-américain, le cas des métallos que j'ai écrit avec Patrice, qui sont là pour montrer comment finalement la solidarité peut être mise au profit de lutte et de s'assurer d'éliminer des disparités ou des inégalités de traitement qui ont été là pendant plusieurs années et comment on peut, avec la solidarité, renverser ces inégalités-là. Donc, replacer les cas dans leur contexte. Deuxième leçon, les expérimentations offrent des opportunités stratégiques face à des lignes de fracture. Mais il faut saisir ces opportunités-là. Il faut être capable de les saisir, ces opportunités-là. Donc, les syndicats qui ont eu du succès, par exemple, il y a le cas de notre ami Peters, John Peters, qui est là en avant. Donc, John a montré que les effets de l'ouragan Sandy aux États-Unis ont créé un effet et ont créé un effet d'entraînement puis qui ont amené une opportunité pour les syndicats de se mobiliser autour du changement climatique et de développer des stratégies. Il y a aussi Marco qui est en ligne, je pense. Marco qui est en ligne, ils ont écrit un cas sur l'abolition d'un mécanisme en Angleterre qui a entraîné un mécanisme de régulation ancien, qui a entraîné une opportunité pour développer une nouvelle régulation au niveau régional pour les travailleurs agricoles dans le Welsh County en Angleterre. Donc, vous voyez qu'il y a des opportunités qui se présentent aux syndicats, mais il faut déployer les capacités stratégiques pour saisir ces opportunités-là. Et ceux qui sont en mesure de les reconnaître, sont en mesure d'innover. La capacité à construire un narratif englobant, donc développer un cadre qui va permettre aux membres de comprendre les enjeux qui sont en cours, mais surtout les impacts que ça va avoir sur leur vie, sur leur travail, pour stimuler finalement la mobilisation puis la participation syndicale. Donc, comment on est capable de créer ce narratif-là plus large, plus englobant? Encore une fois, on avait l'exemple du Climate Jobs in New York, qui montrait la nécessité de connecter l'action syndicale aux effets plus larges que ça va avoir sur la vie des travailleurs, les changements climatiques, de leur montrer comment ces changements-là vont venir finalement affecter leur travail. Puis à l'heure actuelle, dans plusieurs syndicats, c'est le travail qui est en train d'être fait sur le changement climatique, cette capacité-là à démontrer comment cette ligne de fracture-là va avoir un impact dans leur vie. Donc, c'est un exemple patent là, de cette capacité à développer ce discours-là plus englobant. Quatrièmement, grounding. Faire atterrir les actions syndicales, et les stratégies dans les activités quotidiennes pour que ça ait un aspect pratique pour les travailleurs qu'on représente et évidemment être capable de le mettre dans un narratif qui va montrer le rôle plus englobant du syndicat. Donc, comment on est capable de renforcer à l'interne une démocratie délibérative, comment on est capable d'avoir plus de délibération dans les entreprises chinoises qui ont été couvertes dans ce livre-là, c'est un exemple. Être capable aussi, donc notre collègue Mélanie Dufour-Poirier, Francine Dorton et Robert Riquet ont aussi montré comment l'action syndicale pouvait toucher la santé psychologique des travailleurs, le bien-être au travail, la santé mentale. Donc, c'est important de
m'a montré que les syndicats étaient capables d'aller chercher des sujets qui touchent le quotidien de ces travailleurs-là. Donc, encore une fois, c'est cette capacité-là à ancrer la pratique syndicale sur les besoins ou sur les réalités quotidiennes. On passe aux leçons qui touchent plus sur le répertoire syndical. L'élargissement du répertoire syndical et l'adaptation des structures syndicales, où est-ce que les membres sont. Donc, je vais vous donner des exemples pratiques dans le livre. Donc, l'élargissement du répertoire syndical, comment on est capable d'adapter l'agenda syndical pour lier cet agenda-là aux vrais intérêts puis aux enjeux qui touchent les membres dans la société plus large. Donc, on avait plusieurs exemples dans le livre, donc la nécessité de développer un nouvel agenda syndical. C'est vrai sur le changement climatique, c'est vrai aussi sur la nécessité de développer des meilleurs soins dans la société parce qu'on a des problèmes plus larges, donc d'avoir un agenda qui couvre ces nouveaux enjeux-là, d'avoir aussi des enjeux sur la santé psychologique des gens, donc c'est tous des enjeux qui sont couverts dans le livre. Adapter les structures. Maintenant, on a plusieurs exemples. Entre autres, on avait le cas de Fight for 15 Campaign qui a été couvert par Vincent Pasquier qui est dans la salle et Blandine Émilien et ses collègues. Donc, comment on peut adapter notre structure syndicale pour rejoindre les membres? Comment on peut oser changer notre structure syndicale pour se rapprocher des membres? Ça, c'est nécessaire à faire et on a vu dans le cas Fight for 15 et dans le cas de Blandine que la structure syndicale, ça peut bouger. Ce n'est pas quelque chose qui est immuable et on peut oser le changement pour se rapprocher des gens. Je vois aussi Raoul qui a couvert ces campagnes-là. Donc, comment on peut faire pour changer la structure? Il y avait le cas des délégués sociaux aussi à la FTQ. Bien, c'est une autre façon de modifier, de faire bouger cette structure-là. On a parfois l'impression qu'elle ne peut pas bouger, mais dans le livre, on a montré des exemples où c'était possible de réinventer notre structure pour faire différemment et se rapprocher des membres. Il faut aussi, évidemment, essayer de varier les méthodes, varier les niveaux d'action. Donc, il y avait plusieurs cas. Là-dessus, encore une fois, le cas Fight for 15 était mis de l'avant pour montrer qu'on ne peut pas agir uniquement au niveau local, il faut agir au niveau local, il faut agir au niveau sectoriel, il faut agir au niveau national. Il y avait le cas des métallos aussi qui montrait qu'un même enjeu, c'est-à-dire les inégalités de traitement ou les traitements, les régimes de retraite différenciés, bien, on ne peut pas l'attaquer uniquement au niveau local dans les négociations. Il faut aller plus haut, il faut faire des campagnes politiques, il faut faire des regroupements pour que finalement les pressions soient faites sur les employeurs pour que ces inégalités-là puissent disparaître. Donc, le livre vise, il y a plusieurs cas, vous le voyez à l'écran, je ne peux pas les passer tous les uns après les autres, mais il y a plusieurs cas qui montrent la nécessité d'exploser finalement notre action syndicale, d'aller au-delà du niveau local, puis de penser à ces liens-là qu'il y a entre les niveaux d'action. Donc, il faut évidemment faire de l'éducation syndicale pour emmener les gens à réaliser que l'action syndicale, ce n'est pas juste au niveau local, ils doivent penser plus largement. Développer des nouvelles arènes, des nouveaux espaces, de nouvelles façons. Il y avait le cas de mémoire... Climate Jobs New York, j'en ai parlé. Je vais essayer de changer de cas. Le cas sur l'agriculture au UK, j'en ai parlé rapidement tantôt, mais c'est un cas important dans le sens où il montre comment l'espace régional peut être un nouveau lieu d'action pour les partenaires syndicaux, parce que souvent dans l'espace régional, on va aller trouver des alliés qui sont plus proches des réalités et on va être capable de développer un agenda politique avec des acteurs régionaux qui vont prêter attention aux revendications. Donc, souvent, cet espace intermédiaire-là n'est pas beaucoup exploité par les organisations syndicales. Et on devrait, ce que les cas montrent, c'est que vous pourriez, comme organisation syndicale, développer davantage cet espace-là parce qu'on a souvent des alliés naturels. Les élus locaux vont être plus à l'écoute. Les alliances, hein, le pouvoir des alliances syndicales, les alliances avec, évidemment, les élus, des alliances avec les mouvements sociaux. C'est un espace qu'il faut, évidemment, développer. On avait un cas, par exemple, au Sri Lanka où il y a eu
des alliances et des coalitions internationales qui ont été développées. On est allé chercher des alliés à l'international pour essayer d'aider cette cause-là. Donc, il faut intégrer dans notre action syndicale cette nécessité-là de se connecter et de se connecter avec des alliés qu'on ne pense peut-être pas toujours ou des alliés qu'on ne pense pas toujours naturels. Puis là, je prends un cas assez évident sur l'action climatique. On en a parlé hier dans un atelier. Bien, ça a été difficile au départ pour les organisations syndicales d'aller voir les mouvements environnementaux, les mouvements écologiques, parce qu'il y avait une confrontation. Hein? Du côté syndical, on veut sauver les emplois. Du côté des groupes écologiques, on veut sauver l'environnement. Mais il faut oser. Il faut oser parce qu'il y a un partage de connaissances puis un partage d'informations. Et c'est une des leçons que le livre nous donne. Les leçons 10, 11 et 12, c'est vraiment des conditions de succès, finalement, qu'on a mis de l'avant, des cas d'expérimentation. Donc, leçon 10, il me reste 2 minutes. Je vais y aller rapidement. L'expérimentation comme de l'intermédiation. Donc, il faut être en mesure de saisir les opportunités de ces expérimentations-là pour finalement venir challenger notre répertoire naturel, notre répertoire traditionnel dans nos organisations syndicales. Et il faut voir qu'il peut y avoir des conflits entre nos anciennes façons de faire et nos nouvelles façons de faire. Mais souvent, ce conflit-là permet d'innover et c'est ce qui a permis, dans plusieurs cas du livre, de faire ces innovations-là. L'expérimentation comme une agrégation stratégique, bien, une expérimentation n'arrive jamais seule. Puis le cas de LA avec Blandine Emilien a montré que lorsqu'il y a un effort réel d'un alignement stratégique des actions syndicales, quand on met les ressources nécessaires au profit du changement ou de la visée qu'on a comme organisation syndicale, bien, il y a plusieurs actions qui vont pouvoir être mises en route. Et donc, une expérimentation doit faire naître d'autres expérimentations dans son sillon. Et c'est souvent ce qu'on a remarqué dans les cas qui étaient à l'étude. Et évidemment, la nécessité de la réflexivité de l'expérimentation. Donc, ça doit être une façon, finalement, de reconnaître les nouveaux défis et de développer les structures et les processus pour amener, finalement, des réponses appropriées. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire cet effort de réflexivité-là comme organisation syndicale, apprendre des cas et des expérimentations qu'on a, puis ces apprentissages organisationnels-là doivent être mis au service d'expérimentations futures.